Le king de la musique africaine met le feu à Conakry les 18 et 19 septembre, aux Palmes Camayennes et sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Fally Ipupa, pour la première fois à Conakry, avec ses musiciens au grand complet pour un concert 100% live. Vendredi 18 septembre à 20h aux Palmes Camayennes et samedi 19 septembre à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Deux événements de taille à ne pas manquer. Sponsor leader, NSIA, Assurance Sport Autonome de Conakry. Prévente tickets, Palmes Camayennes. Partenaire, Adafo Média. Infoline 00 224 624 62 57 27 ou le 00 224 655 30 30 31. Un événement Oudi Prod en collaboration avec Alceni Camara Marco. Oudi Prod, le label des poids lourds. Voilà, vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, évidemment, Monsieur Sidya Touré, président de l'UFR. L'adrénaline monte. Nous sommes à J-30 de l'élection présidentielle, donc il s'annonce crucial, alors que l'accord politique intervenu récemment est censé permettre l'organisation d'une élection transparente et équitable, qui connaît aussi des difficultés dans sa mise en œuvre. La campagne électorale donc s'ouvre ce jeudi à Conakry. Et toute chose, sur toute l'étendue du territoire, donc sur toute chose qui est intérêt, donc a priori, l'éventualité d'un report du scrutin. On en parle ce matin avec Monsieur le Président donc de l'UFR, Monsieur Sidya Touré. Avec nous sur ce plateau, Aboubacar Diallo. On va y aller là-dessus, mon grand. Monsieur le Président de l'UFR, candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre, bonjour et bienvenue dans cette émission. La Guinée chemine donc vers cette date du 11 octobre. Le Président de la République a pris le décret d'ouverture de la campagne électorale. Est-ce que, a priori, cela écarte l'hypothèse d'un éventuel report? Écoutez, je voudrais vous remercier d'abord pour cette invitation, pour la première journée de campagne. Je voudrais quand même que vous me donniez la possibilité d'exprimer toutes mes condoléances à mes parents du village de Kolonkala. Vous savez que c'est dans le canton de Kolzoro, à 5 km de mon village. Et comme je n'étais pas là, je suis rentré hier nuit. Je me propose d'y aller demain pour présenter mes condoléances avant de commencer la campagne à Zérékoré samedi. Ouais. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Date du 11 octobre, nous voulons bien. Mais comme vous le constatez, trop de choses actuellement nous empêchent d'arriver à cette date. L'une des premières choses qu'on devrait constater aujourd'hui, c'est le fait d'avoir un fichier consolidé. Nous n'en avons pas. Nous avons un fichier avec des inscriptions erratiques là-dessus. La totalité des inscrits pour 2015 est pratiquement de 6 700 000 électeurs. Quand vous savez qu'on est parti de 4 200 000 en 2010, à 5 100 000 à peu près en 2013, on se demande comment on a pu trouver 1,5 million, 1 600 000 électeurs. Donc on a énormément de problèmes par rapport à ce fichier. Et j'estime que si on veut avoir des élections apaisées, il faudrait prendre le temps de présenter quelque chose qui soit acceptable et qui permette aux électeurs de savoir au moins où ils vont voter et surtout effacer cette idée des gens qui sont enregistrés 4 fois, 10 fois, 14 fois, ainsi de suite. Donc, beaucoup d'appréhension par rapport à cela. Alors maintenant que le décret il est pris, nous l'avons tous suivi, est-ce que ce que vous êtes en train de dire implicite qu'il y a un report pour permettre naturellement d'y parvenir? Si nous voulons faire des élections transparentes, si nous voulons faire des élections non contestées, si nous voulons faire des élections qui correspondent au fichier des électeurs guinéens, je ne dis pas des électeurs dans l'espace, je parle de la République de Guinée ici, il serait bon que ce délai soit revu pour que les experts qui ont été appelés au chevet de la CENI, qui ont été d'ailleurs fournis par des partis politiques, ce n'est pas notre travail, ça. Dans tous les pays du monde, ces choses-là se discutent 6 mois, 8 mois avant, à 30 jours, au moment où on convoque le corps électoral pour aller la campagne électorale, nous avons des experts qui continuent de travailler depuis 2 jours et qui n'ont pas assez de temps pour effacer et les doublons et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a quelque chose à faire. À quoi donc a servi la signature de cet accord global politique du 20 août, M. Sidya Touré? Là, il faut poser la question au gouvernement. Vous avez signé, vous? Non, nous avons signé un accord. Le fait que vous signez un accord avec le gouvernement, cela veut dire que de manière responsable, pour faire en sorte que votre pays puisse aller de l'avant, vous vous dites,
au lieu d'aller dans la rue, mettons-nous d'accord avec la communauté internationale comme témoin sur le fait que nous allons travailler ensemble pour avoir un fichier correct, une CENI acceptable, et ainsi de suite. Maintenant, si de l'autre côté, la mauvaise foi l'emporte sur la bonne foi, il faut leur poser la question. Alors hier, on écoutait M. Damaro sur cette antenne qui nous disait que ces problèmes que vous évoquez au niveau du fichier ne pourront prendre que 3 ou 4 jours, que ça pourrait être réglé. Mais à vous entendre, on a l'impression que ce n'est pas possible en un temps si record, en un temps si court, si ce n'est pas fait. Est-ce que l'opposition pourrait opter pour le boycott? Je vais vous donner un peu l'état du fichier. Je regarde mon pense-bête en face de moi. On a inscrit sur le fichier de cette année presque 6 700 000 électeurs. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle a été augmentée d'1 500 000 en l'espace de... Il y a eu combien de jours? De 45 jours, 40 jours, même pas. Donc, il faut se demander d'où est-ce qu'ils viennent ces électeurs. Eh bien, nous sommes allés un peu plus à fond pour voir de quoi il s'agissait. Le nombre d'électeurs inscrits en 2015, nés le 1er janvier, entre 18 et 25 ans, il y en a pour à peu près 500 000. Le nombre d'électeurs inscrits nés le 1er juillet, il y a à peu près pour 115 000. Donc à peu près 600 000 électeurs sur le nouveau fichier sont nés le 1er janvier ou le 1er juillet entre 18 et 25 ans. Mais tenez-vous bien, hein, ça représente 42% des nouveaux inscrits. Et sur ces 42% des nouveaux inscrits, 64% se trouvent dans la région de la Haute-Guinée. Voilà la réalité de ce fichier. Les doublons, il y en a à peu près pour 550 000 qu'on a détectés comme cela. 550 000, vous avez des ministres, je ne veux pas les citer, qui se sont habillés dans 4 tenues différentes. L'Onteni Camara, vous voulez dire l'ancien Moi, j'ai président de vu, la en CENI? tout cas, ça circule sur le net. Si sur vous voulez Facebook, le voir, entre autres, on a vu cela. Donc, je veux dire, quand on a des choses comme ça, franchement, on fait un peu attention. Nous avons voulu aller au fond des choses en ce qui concerne ces électeurs, donc nés le 1er juillet, le 1er janvier. En fait, quand un enfant arrive pour se faire inscrire, les gens n'ont pas beaucoup d'imagination. On donne tous la même date. Donc on dit 1er janvier, on dit 1er juillet. Mais vous vous rendez compte que c'est des enfants de 11 ans, 12 ans. Donc on a demandé qu'on sorte la photo de ces gens-là et que nous puissions nous prononcer là-dessus. Je parle de la commission technique. La CENI dit non, que ça c'est vraiment dans l'élève du secret. Alors que c'est affiché dans tous les quartiers et on voit les photos de ces mêmes enfants. Donc comment voulez-vous, dans ces conditions, dire que cela ne peut pas se faire, ça peut se faire en 2 jours, alors que nous sommes en train de parler d'un fichier qui a inflaté pratiquement de 30% en l'espace de moins de 2 ans. Donc je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux dans notre pays. Chaque fois, je dis la même chose et je le répète. Ce dont on est en train de parler, ce n'est pas de ça. Ce sont des petites choses. Le bout de tout ça, c'est la Guinée. On veut faire quoi exactement? Rester dans la contestation qu'on a connue depuis 2010 jusqu'en 2015. On a reporté les élections communales pour en faire encore un élément de débat. Donc on n'en finit pas. Mais justement, parce que vous avez rencontré le président récemment, c'est encore intervenu là. Est-ce que la faute à qui finalement, à la fin du compte? Parce que on le sait très bien, monsieur le fait de faire l'accord, c'est une chose. Appliquer l'accord, c'est une autre chose. On vient de signer des accords, je ne sais pas moi, avec l'Iran sur le nucléaire. On attend de savoir qu'est-ce qui va se passer. Dans le cas de la Guinée, nous demandons que les accords qui ont été conclus, notamment sur la CENI, sur le fichier électoral et sur les conseils communaux, soient respectés. C'est aussi simple que ça. Mais vous pensez que c'est nous qui faisons que ça ne se respecte pas? Non, pas dans ce sens-là en fait. Parce que moi, je vous écoutez, vous êtes fataliste. Vous, comme Cellou Dalein, comme Lansana Kouyaté, on les a reçus dans ce studio. Tout le monde dit oui, on veut aller. Mais bon, c'est comme si c'est un pilotage à vue. Disons les choses, c'est très important. Qu'est-ce qui va se passer? Moussa Bouni vous a posé la question tout à l'heure, à savoir, est-ce que il faut s'attendre peut-être à un report? Vous dites, vous n'êtes pas contre. À la fin du compte, j'ai envie de comprendre un petit peu à qui faire confiance finalement à la fin du compte. Je ne comprends pas votre question. Parce que l'inquiétude, monsieur le président... très bien ma question. La question me paraît d'une simplicité affligeante. Ah ben alors là, pas du tout. Il y a des gens qui sont responsables. Aujourd'hui, la CENI, par exemple, est pilotée par le gouvernement, par l'administration. C'est évident. Mais oui, arrêtez de faire semblant de ne pas comprendre. Le président de la CENI prend son déjeuner à Sertouréa, donc on sait très bien qu'est-ce qui se passe. Quand on dit, par exemple, que l'opposition a proposé 2 représentants pour aller à la CENI à la base de l'accord, et que c'est le gouvernement qui dit non, on n'en veut pas, vous pensez que c'est à nous de régler cette question? Quand on vous dit que vous avez un fichier où vous avez 550 000 doublons
qui ont été détectés et que vous avez des éléments comme ceux que je viens de citer, vous voulez les régler, on vous dit non, la CENI dit non, on n'a pas le temps. Mais le fait est que pour aller à des élections, comme je dis, il faut un fichier consolidé où on a une affectation des électeurs par bureau de vote avant de tirer les cartes d'électeurs. Malheureusement, on veut les tirer dans le désordre. Je dis, c'est à eux de choisir. Ou on fait des élections qui sont acceptables sur la base des accords que nous avons signés, ou on fait des élections que nous ne reconnaîtrons pas et pour lesquelles, dans ces conditions, nous avons des décisions à prendre. Justement, Monsieur le Président, à jour J-30, nous sommes encore au stade des discussions sur le fichier électoral. Les cartes électeurs ne sont pas imprimées. À quelle vitesse la CENI va nous proposer la distribution de ces cartes électorales à l'intérieur du pays? La communauté internationale menace de ne pas participer au financement de cette élection si jamais nous partions avec l'ancien fichier. Finalement, on s'attend forcément à des réclamations au lendemain des contestations, au lendemain des proclamations des résultats, si jamais il y a élection le 11 octobre. C'est parfaitement clair ce que vous venez de dire. Hein. Il y a une contestation sur ces questions parce qu'il y a un des deux qui ne respecte pas ses engagements. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Vous faites des engagements, c'est comme si vous employez des gens. Le ministre Sako a dit que des deux côtés, je ne vous paye pas. Des deux côtés, pardon, il y a des extrémistes. On a eu le ministre Sako. Ce n'est pas un débat sur les extrêmes ou pas, c'est un débat sur un accord signé. C'est aussi simple que ça. On a dit, nous allons refaire les conseils communaux sur la base des élections de 2013, dans sa partie, comment vais-je dire ça, proportionnelle. C'est élémentaire. Vous prenez le nombre d'électeurs, vous savez combien de conseillers vous avez, et puis vous allez de l'avant. Les gens nous disent non. Nous, on veut choisir les communes qu'on veut et puis on ne veut pas perdre Conakry. Ainsi. Voilà le genre de choses qu'on a comme débat. Donc, ça n'est pas... Bien. L'autre point de l'accord politique global du 20 août qui a du mal à être mis en œuvre, c'est au sujet de la CENI. Vous avez eu la possibilité de désigner 2 commissaires, j'ai dit vous, de l'opposition. Ouais. Mais il y en a une qui est contestée par la mouvance présidentielle. Et le président de la République doit prendre un décret pour entériner ses choix et un décret qui tarde à venir. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Vous appelez Alpha et puis vous lui demandez pourquoi il ne signe pas le décret. Ça, vous avez la réponse. Oui. Les grandes gueules. Mais le fait qu'il tarde à entériner ses choix... Demandez-lui pourquoi il tarde, parce que ce n'est pas à lui de l'entériner. On a demandé à l'opposition de choisir 2 représentants à la CENI. C'est quand même clair ça. On dit l'opposition. On n'a pas dit le gouvernement, hein. On a dit l'opposition. Donc nous avons choisi, je ne vois pas en quoi. Ce sont des places qui vous sont offertes gratuitement, donc on se permet d'avoir... Les grandes gueules. On se permet de vous dire comment prendre le cadeau. Le cadeau est à prendre avec des exigences. Non, je ne crois pas. Allez-y, Tamba. On ne va pas revenir sur la loi 016 qui veut qu'il y ait une parité à la CENI, et ainsi de suite. Bon. C'est beaucoup de discussions. Alors, Monsieur le Président, une des grandes revendications de l'opposition, c'était la CENI, vous en parliez, mais aussi il y avait ces conseils communaux sur lesquels il y a finalement eu un accord. Qui n'est pas et l'opposition soutenait que s'il y avait recomposition, ça garantissait théoriquement l'équité au sein du scrutin. Aujourd'hui, où en est-on précisément? Parce que vous allez à ces élections-là. Est-ce que sur ce point précis de la recomposition des délégations spéciales, donc des conseils communaux, est-ce que sur ce point précis, il y a un semblant de satisfaction chez vous? Non, c'est un point sur lequel on n'est pas encore à un accord. Je me permets de revenir dessus parce que j'ai écouté une de vos émissions ici où il y avait un débat sur la neutralité des nouveaux qu'on va nommer. Ça n'a rien à voir, il s'agit d'élections. Vous ne demandez pas à l'Assemblée d'être neutre. À l'Assemblée, vous avez l'opposition et puis vous avez la mouvance présidentielle. Dans les communes, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de neutralité dans les communes. Quand on dit de répartir sur la base des élections, comment vais-je dire ça, législatives de 2013 dans sa partie proportionnelle, je prends Kaloum, s'il y a 11 conseillers, ça veut dire que, on va dire, le RPG a tant de voix, il a 4 conseillers, l'UFR a tant de voix, il a 3 conseillers, l'UFDG a tant de voix, il a 2 conseillers, le PDN a tant de voix, il a 2 conseillers. Voilà la représentation proportionnelle. Ensuite, ces conseils se réunissent pour désigner le maire. Et la majorité est dans l'opposition. C'est cette opposition qui désigne la mairie. C'est ça normalement. C'est comme ça que cela se fait si on était allé aux élections. Bien. Et c'est comme ça que ça devrait se faire si on fait une répartition à la proportionnelle. Ouais. Le RPG nous dit non. Si l'opposition a 55% dans ses autres composantes à Kaloum, mais que moi je n'ai que 40% avec Arc-en-Ciel et tout ça,
Comme le RPG est proportionnellement en tête, c'est à elle de nommer la mairie. C'est une nouvelle démocratie, ça. Moi, je ne sais pas où ils ont été chercher cela. Mais voilà ce qui bloque le problème de l'accord. On va évoluer avec les alliances, entre autres, Moussa Moïsi, là. Entre autres, si tu as toute oui, question, j'ai une question parce voilà. que c'est maintenant qu'il faut poser les vraies questions. Nous sommes à quelques jours de la tenue de ce scrutin présidentiel. Tout le monde est d'accord, en tout cas du côté de l'opposition, que les signes avant-coureurs présagent, augurent la tenue d'un scrutin qui ne sera pas transparent. Et l'opposition compte quand même y aller. Vous allez prendre part donc à ce scrutin. Vous allez contribuer à légitimer le scrutin en le rendant aussi inclusif parce que l'opposition y a pris part. Pourtant, vous avez la possibilité d'attendre que tout soit clair avant d'aller à un scrutin qui peut avoir des lendemains assez conflictogènes, aux conséquences conflictogènes pour le pays. Est-ce qu'il n'est pas temps de ne pas commettre l'erreur qui a été commise en 2010 par beaucoup de leaders de la classe politique guinéenne? Je ne comprends pas. Si nous boycottons une élection, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit. Si nous ne boycottons pas, cela ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas de conflit. Pour le moment, nous nous inscrivons dans un cadre qui est clair. On a eu un accord. Nous avons la communauté internationale, les témoins. Roby le répétait tantôt, ces gens ne risquent pas de financer ces élections. Si nous voulons faire des élections bâclées qui vont effectivement entraîner des conflits de ce genre, il appartient au gouvernement de prendre cette responsabilité. Nous n'avons pas dit que nous sommes d'accord avec la manière dont cela se passe. Mais vous prenez vos dispositions. Quand vous prenez vos dispositions, nous pouvons à tout moment nous réunir et décider qu'on ne va pas aux élections parce que rien n'a été fait correctement. Parce que vous ne voyez pas quand même le pouvoir aller seul aux élections sans l'opposition. Oh, vous ne connaissez pas le pouvoir que vous avez en Guinée. On a l'impression, monsieur le président, que finalement, excusez-moi de prendre la parole, finalement le président Alpha Condé ne recule devant rien. Aujourd'hui, s'il y a des responsabilités à situer concrètement, parce que la dernière fois nous entendions le ministre Cheikh Sako qui quand même donnait des garanties autour de ce processus, notamment autour de l'application de ce dialogue-là. Finalement, nous nous attendons à aller quand même à l'élection sans que ce dialogue ne soit totalement appliqué. Cela veut dire quoi? Cela suppose que demain, nous allons encore nous attendre à d'autres discussions, comme à l'habitude, mettre les accords dans le sac et procéder à la signature de nouveaux accords. Finalement, on en fera un bouquin. Les discussions sont terminées. Nous sommes en campagne électorale, il n'y a plus de discussion. Ce dont il s'agit, c'est l'application des accords. Mais je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Il ne faut pas oublier que depuis 2010, nous sommes peut-être à notre 4e ou 5e accord. C'est simplement le manque de respect de ces accords par le gouvernement qui nous a entraînés dans d'autres accords. Il y a des choses qui devraient vous permettre de comprendre définitivement ce problème. Moi, c'est le seul pays au monde que j'ai vu, après l'élection présidentielle, que le président de la République qui a été élu dise qu'il ne veut pas de la CENI qu'il a élu, il ne veut pas du fichier qu'il a élu, il ne veut pas de l'opérateur de saisie qu'il a élu. C'est comme ça que les problèmes ont commencé en avril 2011. Et nous avons mis 2 ans et demi de manifestations pour mettre en place une Assemblée nationale en Guinée. Rien que ça, on devrait reconnaître à l'opposition le fait de s'être battu pour ça. Parce que si on avait laissé faire jusqu'à aujourd'hui, on n'aurait pas d'Assemblée, comme on n'a pas de Cour des comptes, et ainsi de suite. Donc c'est bien dommage, mais c'est le régime que nous avons. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette élection va être intéressante, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le bilan. Alors, j'ai l'impression que l'opposition donne raison ici à ceux qui ont dit qu'elle s'est fait avoir en signant l'accord du 20 août, en sachant bien que le contenu ne sera pas appliqué, parce qu'avec tout ce que vous venez d'égrener, on a l'impression qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra pas, en tout cas, respecter tous ces points de l'accord, mais vous y allez quand même. Ça veut dire que vous savez ce qui va se passer. Ça, c'est ma première question. L'autre question, c'est par rapport à ces alliances. On a l'impression que les cartes se sont redistribuées. Mais quelles sont les chances de l'opposition? Parce qu'on sent une certaine division déjà avant la présidentielle au sein de cette opposition. Premièrement, en ce qui concerne les accords, ceux qui criaient le plus fort pour ne pas avoir d'accord avec le gouvernement, je me suis rendu compte qu'ils sont candidats. Donc je ne sais pas sur quelle base. Donc moi, je crois vraiment qu'il n'y a pas de réponse à donner. On ne devrait même pas avoir de dialogue parce que nous avons des textes dans ce pays qui régissent et le processus électoral et la vie des partis politiques. Dans les autres pays, vous n'entendez jamais parler de cela. On devrait se poser la question, pourquoi en Guinée, nous sommes toujours dans ce genre de débat qui n'en finit pas depuis 5 ans. La deuxième chose, vous me dites, les cartes sont redistribuées. Madame, nous allons à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, ce n'est pas une élection de parti, c'est une élection d'un individu face à la population guinéenne. Et je connais plein de chefs d'État, à commencer par Yahi Boni et autres, qui sont devenus présidents sans parti politique. Donc il n'y a pas de redistribution. Si vous êtes candidat,
vous êtes opposés tous les uns aux autres. Bah oui. Voilà. Bien. Il y a aussi quand même la question des délais, monsieur le président de l'UFR. Et à J-30, est-ce que vous pensez que, au-delà de l'application des accords, est-ce qu'aujourd'hui la CENI que nous avons est à même de faire face à toutes les étapes en tout cas de traitement de ce fichier pour arriver quand même à un scrutin équitable le 11 octobre? Non, je ne le crois pas du tout. Je ne pense pas que cette CENI a la capacité aujourd'hui d'organiser des élections acceptables en Guinée. C'est malheureux pour nous, mais c'est absolument ma conviction. Donc je dis, si elle n'est pas aidée par ces experts que nous avons tous fait venir pour qu'on puisse mieux nettoyer le fichier, s'assurer que l'émission des cartes d'électeurs va se faire dans de bonnes conditions, ainsi de suite, nous allons vers des élections qui vont ressembler à rien du tout et qui vont entraîner forcément dans ces conditions des protestations. Alors, monsieur le président de l'UFR, nous partons en campagne. Cela suppose que l'heure des bilans et des propositions ont sonné. Le président de la République a pris la marche en avant puisqu'il semble être déjà en campagne à l'intérieur du pays et il se vante d'un bilan reluisant. Alors vous, quelle lecture faites-vous de cette gestion-là et quelles sont vos propositions? Ça c'est très long, ce que vous me posez comme question. La première chose, moi j'entends toujours le président de la République dire j'ai fait en 5 ans ce qu'on n'a pas fait en 50 ans. Mais il ne nous dit jamais ce qu'il a fait. Moi j'aimerais bien que quelqu'un s'asseye pour me dire... Bon d'accord. Les routes sont où là? Moi je suis... On parle de la réforme des forces armées, des usines, de pommes de terre, etc., de jus et tout ça. Enfin on pose les premières pierres, pardon. Non, même pas. On dit qu'on va le faire. Ça c'est 5 ans après. Attendez à ce que maintenant, pendant l'année 2015, nous assistions à des inaugurations partout. En disant, voilà, pendant les 4 années, j'ai travaillé. Maintenant, les usines de ceci sont terminées. Nous avons une bonne exportation de coton aujourd'hui dans notre pays. Nous vendons plus de riz à l'extérieur. Je n'ai rien vu de tout cela. Donc la réalité, elle est différente de la fiction. Ce qu'on nous vend, c'est de la fiction. Peut-être que M. Touré, connaissant bien un peu la Côte d'Ivoire, là-bas aussi, on va à la présidentielle à la même année. Je pense le 25 octobre. Peut-être que vous pouvez faire un petit comparatif. Non, on parle de bilan. Surtout pas. Il ne faut pas qu'on fasse ça parce que... Non, mais vous pouvez le faire puisque vous y connaissez. On va me dire que... Non, vous avez un pays, par exemple, où la production d'anacarde a été multipliée par 2 en 4 ans et demi. Où la production énergétique est passée de 850 MW à 1700 MW en l'espace de 4 ans. Voilà ce genre de comparaison. La croissance. Exactement. Quand vous avez de la production, vous avez de la croissance, vous créez de la richesse. En quoi est-ce que nous avons créé de la richesse ici? Actuellement, notre taux de croissance en Guinée est inférieur à 0 par rapport au PPTE. Pardon, PPTE. Vous l'avez félicité ici, mais non. Attendez, c'est important de revenir là-dessus, monsieur le président, parce que vous n'allez pas dire quand même qu'en 5 ans, le président Condé n'a rien fait. Non, attendez. Moi, je dis, dites-moi ce qu'il a fait. Vous me dites PPTE, parlons-en. Oui, parlons-en, justement. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Oui. J'ai lancé le programme PPTE en 97. Ouais. Et ceux qui en parlent ne savent pas de quoi ils parlent. Le PPTE, c'est un programme bitriennal. Vous ne pouvez pas le réduire. C'est-à-dire qu'il faut avoir 3 ans de programme. Vous arrivez au point de décision, ensuite vous faites 3 ans de programme. Et cela se décalque 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Quand Alpha Condé restait, il nous restait les derniers 6 mois à faire pour avoir le PPTE. Tant mieux, on l'a eu. Mais le PPTE, c'est quoi? Le PPTE, c'est une réduction de votre dette. Ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle en économie la soutenabilité de la dette. Ça vous permet de dégager des ressources propres chez vous pour pouvoir les investir dans le domaine social. On a ici dégagé quelles ressources? On ne peut pas dégager de ressources si votre croissance est inférieure à 0. Monsieur le président. Attendez, laissez-moi terminer sur ce point-là. C'est très important. Ouais. Si je prends un exemple vraiment très simple, c'est quoi? Vous avez un véhicule qui est là, il est garé. Bon, il n'y a pas de roue, il n'y a pas de moteur. Vous venez, vous mettez un moteur dedans, vous le réglez, vous mettez du carburant. Mais vous dites chaque jour, quand on vient, mais Guirachi, ta voiture, elle s'en va à Bokékan. Tu dis non, quand on chauffe, ça tourne. Mais pour le moment, il n'arrive pas à partir à 100 mètres de là. Et tous les jours, pendant 1 an, 2 ans, vous dites non, ne vous en faites pas, mon moteur, il tourne. Hein. La voiture, elle est faite pour rouler. Le PPTE, c'est pour créer de la croissance dans le pays. Ce n'est pas pour dire j'ai fait un PPTE. Le PPTE concourt normalement à la macroéconomie, à la stabilité macroéconomique.
Mais la stabilité macroéconomique n'est pas une finalité dans l'économie. Ce qui est la finalité, c'est qu'avec la stabilité macroéconomique, vous créez de la richesse, c'est-à-dire de la croissance. Et vous regardez le rapport du Fonds monétaire, nous sommes en récession. Quand vous avez dit ça d'un pays, vous avez tout dit. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travaux qui peuvent se faire concrètement. Donc il y a tout ce qui suit derrière ça. Derrière, vous ne pouvez pas dire oui, je vais faire des usines, mais 5 ans après, vous ne dites pas je vais faire. Vous dites je suis venu inaugurer l'usine que je vous avais promis en 2010. Ici, seulement le président il le dit lui-même, Ebola est venu tout foirer à la fin du compte. Donc, voilà, Ebola. ça c'est super important. Nous avons l'électricité aujourd'hui. Vous dites oui, PPT, nous avons commencé. Je posais la question la dernière fois à Lansana Kouyaté ici par rapport à Kaleta. Il disait ouais, de toute façon tout ça là c'était programmé. Finalement à la fin du compte, Alpha, je ne vais pas me dire qu'il est suiveur, mais c'est comme s'il a trouvé des projets qu'il a enchaînés finalement. Non. Moi je suis d'accord qu'on a fait Kaleta. Hein. Oui. Moi je n'ai pas de problème avec ça. Non, j'ai pas de problème par rapport au fait que le barrage a été fait, il produit de l'énergie dans la période où cela est possible. C'est un barrage au fil de l'eau. Il ne produira pas de courant Kouyaté a dit qu'on a mis la pression parce qu'il y a les élections présidentielles. Moi, je ne rentre pas dans tout ça. Je vous dis... Mais c'est important de nous écrire ce que j'essaie de vous... Parce que en 96 ici, vous avez amené le courant ici à Conakry, à ce que je sache. Si vous me laissez expliquer... Non, ce que je sache, c'est... Les grandes gueules. Voilà, tu étais élève. Mais tu sais que... dans mon école en plus. Bon, donc... L'élève qui se réveille. Voilà, donc je dis que le barrage de Kaleta a été fait, c'est une réalité. C'est un barrage au fil de l'eau, malheureusement, qui va fonctionner pendant 6 mois, c'est-à-dire la période où il pleut. Et quand il ne pleuvra plus, vous n'aurez plus de courant. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous ces pays où on a des programmes de programmés pour ça. Les grandes gueules. Dans ces conditions, on fait du thermique pour pouvoir aller de l'avant. J'ai entendu le président dire qu'ils ont tenté de faire du thermique et qu'ils ont perdu 120 millions de dollars gratuitement là-dessus. Ouais. Ou alors, moi je dis, c'est pas 120 millions, c'est 200 millions. Mais alors je dis, mais attendez, il faut que quelqu'un lui explique qu'il y avait un ministre des Finances, qu'il y avait un ministre de l'Énergie. Et c'est comme ça que la corruption est combattue. Alors quand il dit que le régime avant était corrompu, mais c'est de ça qu'il s'agit. 200 millions, où c'est passé? Il faut qu'on nous dise qui a pris l'argent. On ne peut pas me dire que c'est parti en l'air comme cela. Donc le barrage, il est bon, c'est très bien. Il ne nous donnera pas de l'électricité tout le temps. Il aurait fallu faire du thermique avant. Il n'y a qu'à énergie qui est en cours. J'ai dit que, attendez, nous sommes en train de parler du bilan. Donc ce qui va venir dans 5 ans, je parle de ce qui est passé. Ce qui est passé, aucun pays ne peut se permettre de ne pas avoir d'électricité en attendant qu'un barrage soit terminé. Parce que l'électricité, c'est la base essentielle du développement dans un pays. Je dis, pour le cas de la Guinée, les 5 années que nous avons passées avant que Kaleta ne se mette en place, nous avons perdu chaque année pratiquement 2 points de croissance pour ça. On a empêché les entreprises comme les vôtres à fonctionner tous les jours avec des groupes électrogènes, je suis au courant de cela, qui vous coûtent je ne sais combien de millions par mois. Voilà ce que c'est de ne pas avoir de courant. Mais pour la ménagère, c'est la même chose. Tout ce que vous produisez, vous êtes obligé de racheter tous les matins. Il y a des marchés partout à Conakry pour ça, parce que vous ne pouvez pas conserver à manger. Mais je dis donc, on ne peut pas, dans un gouvernement, dire que pendant 5 ans, on n'a pas de courant, on attend qu'à l'État. Ça a été une faute lourde. Mais normalement, mais le fait qu'il l'ait dit, ça change quoi? Monsieur le Président, il est vrai, Monsieur le Président, que Kaleta suivra ce rythme saisonnier, ces contingences en zone tropicale, il est vrai. Mais il est aussi vrai que Kaleta, il y a encore des soucis, notamment de distribution, de commercialisation de l'énergie. Mais l'autre chose qui ne reste pas moins vrai, c'est aussi qu'on a besoin d'énergie pour amorcer un véritable processus de développement. Est-ce que Kaleta ne constitue pas un pas sérieux dans le cadre de ce développement-là? On est en train de parler de quoi? Nous parlons du futur ou du bilan? Ouais. Si nous parlons du bilan, c'est un désastre que de ne pas avoir eu de l'électricité pendant 5 ans. Oui, en effet. Ah, d'accord, n'est-ce pas, en effet. Ça, c'est le problème numéro 1. Un barrage, il y en a un. On a fait un barrage. N'oubliez pas que Lansana Conté a fait un barrage qui fonctionne. Les grandes gueules. N'oubliez pas que même Toura avait fait des petits barrages qui sont encore en fonctionnement. La question, elle n'est pas là. La question est une fourniture constante de l'énergie pour permettre et aux ménages, ce n'est pas le plus important, et aux entreprises de fonctionner avec de l'électricité à coût acceptable par tous, mais surtout de production régulière. En 5 ans de gouvernement d'Alpha Condé, on ne l'a pas fait. Voilà de quoi nous parlons. Ce qu'il va faire demain, ça c'est une autre histoire. Et en attendant, j'insiste sur une chose qui est importante. Dans ce secteur-là,
J'ai entendu le Premier ministre dire qu'ils ont dépensé près d'$1 milliard. Est-ce que vous imaginez ce que c'est comme somme? J'ai eu 42 millions de dollars en 1996 pour produire l'électricité qu'on a produite. $1 milliard, ça veut dire qu'il y a de la corruption partout dans ce secteur. Il faut qu'on le regarde. Lui, il dit qu'il a perdu 120 millions. Le barrage a coûté 2 fois plus cher qu'il ne devrait. Ainsi de suite, il y a beaucoup de problèmes dont on peut parler. Voilà, le président de l'UFR, ce matin, notre invité. Mesdames et messieurs, on va continuer. On va essayer de toucher d'autres secteurs. Moussa Mouissila, c'est les alliances, mon cher ami. Oui, les alliances. Avec quelle troupe l'UFR part donc à ce scrutin présidentiel? On a vu quelques signatures. Et vous êtes accompagné par combien de partis politiques? Une vingtaine à peu près. Bon, écoutez, c'est quelque chose dont je me réjouis. C'est beaucoup de partis, notamment ceux qui étaient dans le cadre du BOC, également le Pulse de Diallo qui est un vice-président de l'International libéral qui était avec nous depuis longtemps. Il y a beaucoup de partis. Ces partis pèsent quelque chose? Chacun peut peser quelque chose. Je pense que vous regardez les candidats, vous ne vous posez pas la question de savoir s'ils pèsent. C'est les élections qui vont prouver si ça pèse ou pas. Je préfère en tout cas ce genre de choses parce qu'au moins on a fait des alliances et ça tient. Donc voilà ce qu'on a fait. Nous comptons exposer notre programme. Beaucoup de ces gens vont aller dans les régions où ils ont beaucoup plus de représentativité pour se battre, à condition une fois que nous ayons pris la décision d'aller à ces élections si les conditions sont... Les alliances ne sont jamais inconditionnées et désintéressées. Il y a toujours quelque chose qui est mis sur papier. Est-ce que vous avez signé ce genre d'alliance qu'on pourra appeler deal électoral? Non, franchement non, mais les gens me font confiance. Et je dois vous dire que si nous sommes en alliance avec des partis politiques, selon la compétence des uns et des autres, nous ferons en sorte que nous travaillons ensemble. Mais j'insiste bien sur le problème de la compétence. Voilà, ici on s'intéressait au programme de société du président de l'UFR. Absolument, absolument. Voilà. On parle d'électricité, c'est vrai, on parle beaucoup d'infrastructures dans ce pays. C'est le deuxième débat après le débat politique. Mais aujourd'hui, la question de l'éducation est centrale. La question de la santé aussi est centrale. Monsieur Sidya Touré, président, qu'est-ce qu'il ferait dans les deux secteurs? Je ne voudrais pas parler comme un certain président, moi président, ceci, cela, mais je dois dire que c'est pas une... C'est votre ami aussi qui l'a dit, non? C'est pas mon ami, c'est un socialiste. Voilà. C'est l'ami de l'autre. Personnel. Vous avez bien dit. C'est l'ami de l'autre. Voilà. C'est l'ami du président Condé. Je dirais que notre objectif, je vous l'ai dit et je le répète, nous avons des secteurs qui sont extrêmement sensibles dans le cas de la Guinée. C'est un secteur sensible. Vous ne pouvez pas avoir de la croissance économique dans votre pays si vous n'avez pas une éducation qui vaille la peine, une éducation compétitive, qui peut affronter les autres. Quand vous prenez vos vacances là, je suis au courant, vous allez en France, vous vous confrontez aux radios là-bas pour savoir est-ce que nous sommes à niveau, mais c'est de ça qu'il s'agit. La formation, c'est ça. Un pays qui tourne le dos à ça n'a aucune chance d'aller de l'avant. Malheureusement, nous ici, nous avons tourné le dos à l'éducation. Moi, j'étais dans mon village il y a 3 mois, même pas 2 mois. J'ai constaté que dans l'école primaire où j'ai fait mes classes, sur 7 classes, il y avait 3 enseignants. Je dis bien 3 enseignants. Donc, ce genre de choses ne peut pas donner de résultats. Donc, c'est un secteur que nous devons reformer totalement. Je le dis, je m'enorgueillis de le dire. J'ai créé une école privée ici, la première après la Révolution, la première en 1987, le groupe scolaire Victor Hugo, parce qu'à l'époque, sans projet politique, je l'avais fait tout simplement parce que je considérais que c'est le secteur qui avait vraiment le plus de problèmes ici. Il y a le problème de la santé. Oui, mais au niveau de l'éducation, concrètement, comment vous allez relever le niveau? Reformer, disons, reformer l'éducation, l'adapter le plus possible. Les programmes d'enseignement. Les programmes d'enseignement à l'emploi, ne pas produire des universités de tous côtés qui ne sont pas surveillées, qui ne sont pas, je sais pas, normalement dans... Non, attendez, moi je connais, je connais pas ce système. Voilà. À la base déjà, il faut que l'enseignement à la base soit suffisamment bon avec des instituteurs à niveau pour permettre aux enfants au sortir de la 6e année d'école d'être capables de lire, écrire et parler correctement français ou anglais, la langue qu'on aura adoptée. La deuxième chose, ceux qui vont plus loin, on devrait pouvoir leur donner la possibilité de choisir un métier. Ceux qui ne peuvent pas. Tout le monde ne peut pas devenir universitaire. Et quand les universités s'inscrivent, comme cela est le cas ici, je donne l'exemple du pays que je connais le plus. Chaque année, une inspection est faite dans toutes les écoles.
Et avant la rentrée scolaire, le ministère publie la liste des écoles qui sont agréées. Les autres sont automatiquement fermées pour faire en sorte qu'on n'aille pas dans des classes n'importe où, n'importe comment. Donc, en ce qui concerne l'éducation, c'est un... Le deuxième point, c'est la formation professionnelle. En 1996, j'ai créé le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans la perspective de faire en sorte que les 100 et quelques mille jeunes gens qui sont sortis aujourd'hui, qu'on appelle diplômés sans emploi, on puisse les orienter vers une formation, qu'elle soit technique, financière, comptable ou autre, qui leur permette d'accéder à l'emploi. Mais quand on pose ce problème, comme en économie tout est lié, vous me dites, mais vous les formez pour qui? Il faut déjà que le cadre de l'investissement soit assaini et que des entrepreneurs viennent investir dans notre pays. Sinon, tout ce qu'on est en train de dire n'aura aucun sens. Allez-y, madame. Alors, monsieur Touré, c'est bien, ça c'est le projet de société de monsieur Touré, mais quelle part du budget? Moussa Moïse posait la question tout à l'heure, mais 30% du budget de fonctionnement. Ouais. J'étais dans un pays où pendant 30 ans, 32% du budget national a été consacré à l'éducation. Je dis bien 32% du budget. Là, pas uniquement pour payer les enseignants, mais pour construire des écoles, faire de la formation, créer les structures nécessaires pour aller de l'avant. Et cela a fonctionné parce qu'au bout, on a trouvé des ingénieurs dans tous les secteurs. L'autre secteur qui peine dans ce pays, il faut le dire, c'est le secteur de la santé. Notamment, des femmes continuent à mourir en couche. Qu'est-ce que vous prévoyez dans votre projet de société? Je peux dire comme tout le monde, oui, je vais développer la santé, je vais créer les hôpitaux, ainsi de suite. Moi, je voudrais que vous me donniez la possibilité de revenir en arrière. Il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. Tout ce que vous me demandez là, vous ne le faites que si vous avez de l'argent. Pour avoir de l'argent, les grandes gueules. Pour créer de la richesse, il faut avoir de la croissance. Pour avoir de la croissance, il faut que votre pays soit mieux géré, que vos finances publiques soient mieux gérées, que vous servez du PPTE, comme l'a dit Gracie, c'est très bien PPTE, mais c'est pour s'en servir. Et que surtout, s'il vous plaît, vous inspiriez confiance. Le libéralisme, c'est d'abord la confiance. Si les gens ne peuvent pas dire, Moussa Moïse m'a dit que si je viens ici demain, la règle s'appliquera à tout un chacun. Si on n'est pas capable d'avoir cette analyse-là, personne ne viendra vous voir. Et quand vous débarquez à Conakry, comme je l'ai fait hier de l'avion de Air France, vous vous rendez compte qu'il n'y a personne d'autre qui est venu chez vous. Il n'y a que vous qui êtes venu. C'est très... Non, attention, un pays où les étrangers ne viennent pas, ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'y passe. Tout cela renvoie. Il faut qu'il y ait de la richesse pour tout ça. À partir de là, vous pouvez faire des hôpitaux. C'est-à-dire, il y a deux choses. La gestion, le renouveau de l'État dont j'ai parlé, c'est-à-dire la restructuration de l'administration des finances publiques et tout ça. Je recréerai le comité de trésorerie que j'avais fait en 1996 pour permettre à l'État vraiment d'être le plus opérant possible. La deuxième chose, l'amélioration du cadre de l'investissement privé, avec la justice, avec la sécurité, avec l'électricité, avec les infrastructures. Les gens vont affluer chez vous pour faire des projets et il y aura du travail comme ça pour tout le monde. Autrement, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'alternance à la restructuration. Il n'y a pas d'alternance à ce qu'on est en train de dire. Pourquoi ce qui se passe aujourd'hui a échoué pendant 5 ans? Parce qu'on a ramené l'État à un individu. C'est devenu un État informel. Ça ne fonctionne pas. Allez-y, Monsieur le Président, vous touchez là la question du climat des affaires. Alors, vous avez parlé tantôt de sécurité, de justice. Comment allez-vous vous y prendre, en tout cas vis-à-vis de ces secteurs-là, pour relever leur niveau, pour faire en sorte que plus d'investisseurs étrangers fassent confiance à la Guinée, viennent investir dans notre pays? Tout un problème de leadership. Vous venez de me parler du ministre de la Justice. C'est un monsieur que je connais, qui est très bien dans son secteur. Mais la décision finale ne lui appartient pas. Le leadership, c'est pour ça qu'il y a une élection présidentielle. C'est de faire le choix d'un leader qui a une vision, qui a une ambition pour le pays et qui a même justement de donner cette orientation, de s'y tenir, qui rassure les uns et les autres et de créer une justice indépendante. M. Sako est un monsieur bien, est un avocat, donc il sait de quoi il parle. Mais au-dessus de Sako, il y a des gens qui font qu'il y a suffisamment d'embrouilles dans tout ce qu'on est en train de faire dans ce pays qui empêche que son secteur, disons, puisse fournir tous les éléments dont on a besoin. Mais mieux que ça, il ne pourra même pas disposer de ressources puisque les ressources, il n'y en a pas dans ce pays. Nous n'en avons pas. Donc, c'est la raison pour laquelle l'élection présidentielle est une élection
importante, déterminante, parce qu'elle engage l'avenir du pays dans les 5 ans à venir et peut-être même au-delà. C'est pour cela qu'il faut faire attention parce que tous les secteurs vont dépendre de la manière dont le pays est gouverné et la manière dont cela est fait à l'heure actuelle. Donc, on en voit les résultats. Vous serez un président moins actif. Vous allez laisser... Mais si, quand je dis moins actif, c'est-à-dire que c'est le Premier ministre qui va tout faire parce que notre pays aujourd'hui, en Guinée, vous le savez très bien, on parlait du Premier ministre en début d'émission qui est parti de l'autre côté. On le voit. Un Premier ministre plutôt local, ici en Guinée, qui ne bouge pas, qui ne fait rien. Vous, président, Sidya Touré, président de la République de Guinée demain, est-ce que c'est un président actif qui va être là tout le temps, qui va tout centrer à son niveau? Justement, ce n'est pas le rôle du président de tout centrer. Le président, c'est l'homme qui a une vision. C'est l'homme qui donne l'orientation. C'est l'homme qui s'assure que le travail qu'il a demandé de faire se fait dans le cadre de la vision qu'il a définie. Ce n'est pas le bonhomme qui se promène toute la journée, ça n'a rien à voir. C'est une orientation, c'est un positionnement, c'est celui qui veille à ce pourquoi il a été élu, c'est-à-dire l'ambition pour son pays, on puisse le réaliser. C'est le rôle du président. Le Premier ministre est un élément qui permet normalement de concentrer, de faire en sorte que la coordination gouvernementale se mette en place et que tous les ministres travaillent les uns avec les autres sous son autorité, mais qui rend compte au président de la République, qui reste le monsieur qui a été élu. C'est à lui qu'on va demander les comptes. Si maintenant vous dites le Premier ministre n'est pas bon, le ministre n'est pas bon, mais c'est la responsabilité de personne que celui du président, celui qui prend les décrets pour les nommer. Ceux-là ne sont pas élus. Donc quand ils ne sont pas bons et qu'ils ne correspondent pas à ce pourquoi vous les avez nommés, normalement, la loi vous donne la possibilité de les changer. Si vous ne les changez pas, vous prenez avec vous les résultats catastrophiques. Et s'ils sont politiquement bons pour lui. Bien. Voilà. Écoutez, le problème c'est est-ce que c'est la politique qui est la plus importante ou est-ce que c'est le niveau de vie de nos concitoyens, le bien-être des Guinéens, la sécurité, tout ce pourquoi en fait on fait les élections. Ce n'est pas pour faire la politique, on le fait dans les partis. Une fois que vous arrivez au niveau de l'État, donc ne pas politiser l'administration, c'est ce que vous voulez dire. Ouais. Êtes-vous d'accord avec cette idée peut-être d'avoir un vice-président? Ça ne veut rien dire. Ah ben si, ça veut dire quelque chose, monsieur le président. Vous dites tout de suite que le président, il est actif. Ben voilà. Mais il a un Premier ministre suffisant pour faire ce travail. Alors, monsieur le président, la corruption est centrale dans notre pays. On a l'impression même que c'est devenu une norme administrative. Pouvoir lutter contre ça, il va falloir avoir les muscles bien tendus. Aujourd'hui, vous, président, que feriez-vous pour lutter contre la corruption qui gangrène notre administration, notamment son fonctionnement? Donnant l'exemple, c'est tout. On vient de me dire, le président a dit que lui, il a perdu 120 millions de dollars. Il n'avait pas l'air de s'en émouvoir. Moi, je connais ici actuellement des contrats qui se font pour les pistes rurales qui devraient se faire à 20 millions, qui sont fait à 170 ou 180 millions. La corruption, c'est quelque chose qui vous gangrène complètement la vie, mais qui pollue votre situation économique. Ouais. Si vous regardez cela et que vous n'avez pas de réaction par rapport à ce que vous-même, vous n'avez pas d'objectif. Donc vous êtes complice quelque part. Si vous n'êtes pas complice, mais en tout cas, on dirait que cela ne vous dérange pas outre mesure. On va parler justice et état de droit, justement. Pendant ces 5 ans, il faut noter en plus la création d'un ministère des droits de l'homme. Vous, dans votre projet de société, qu'est-ce que vous prévoyez dans ce sens? Parce qu'on voit que dans certains domaines, en parlant de droits de l'homme, de justice, quand même, il y a des dossiers qui dorment. Écoutez, il y a un ministère, il y a un ministre qui a l'air de faire son boulot. Il a l'air très seul. J'ai l'impression. Il a l'air stressé. Ah, pardon. Seul. Ok, seul, d'accord. J'ai toute l'impression qu'il est tout seul et qu'il parle pour lui-même. Quand il a fini de parler, ça n'empêche pas que les problèmes que nous connaissons, notamment en matière de répression, en matière de sécurité des Guinéens, continuent de se détériorer. Donc, encore une fois, c'est très bien d'avoir quelqu'un comme ça parce qu'ils sont l'alerte. Mais au bout, vous avez toujours l'exécutif qui a le pouvoir de faire ce travail et qui ne le fait pas. Notre problème aujourd'hui, c'est l'exécutif. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Je crois qu'il ne faut pas que vous l'oubliez. C'est de changer l'exécutif. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, un mot peut-être sur la Grande Muette, l'armée. Il y a une réforme qui est en cours. 4000 militaires mis à la porte, à la retraite, en tout cas très très mécontents. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire avec cette armée? Moi, quand vous me dites en cours, ça fait 5 ans. Ça devrait être terminé, cette réforme. Je pense que la réforme de l'armée, comme la réforme de la fonction publique, la réforme de... c'est nécessaire en Guinée.
Il suffit simplement de bien expliquer aux gens qu'est-ce qu'on veut faire et puis surtout de ne pas les abandonner au bord de la route une fois qu'ils ont fini leur service. Entre-temps, ceux qui sont là, il faut mieux les former, mieux les intégrer dans la procédure de développement que nous allons amorcer. Et je pense que sur ce plan-là, ils ont un rôle important à jouer, notamment dans les zones les plus reculées de notre pays. Beaucoup de choses peuvent être faites avec l'armée, dans la mesure où le président de la République en place a, je dis encore une fois, des objectifs clairement définis en matière notamment d'investissement, en matière d'aménagement du territoire, en matière... Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par rapport à cela. Alors, dernièrement, du côté de Dakar, j'ai écouté le ministre sénégalais de la Justice, le maître Sidiki Kaba, qui disait qu'il a fait une comparaison dans la sous-région des budgets alloués à la justice et qu'il ne faisait pas 1% du budget national. Et qu'en sera-t-il si vous êtes président de la République? Et très rapidement, un mot sur la jeunesse. On aimerait bien entendu avoir ce que vous promettez à la jeunesse, mais on voudrait avoir une vision de la lecture que vous avez, du portrait que vous dressez de la jeunesse guinéenne actuelle. Elle est en désespérance. Elle n'a pas d'emploi. Vous ne pouvez pas permettre aux gens de se réaliser s'ils ne peuvent pas avoir accès à des revenus. C'est ça qui vous change. Avoir du travail. Ce n'est pas un mot qu'on dit comme cela. Quand vous avez fini vos études et que vous ne trouvez pas d'emploi, vous restez à la charge de vos familles. La plupart des jeunes aujourd'hui habitent pratiquement chez leurs parents. Ils n'ont pas eu de perspective. Très peu ont eu l'idée comme vous de créer une société comme ça. Et puis bon, c'est pas tout créé. Il faut encore le réussir, cette opération-là. Donc j'estime que je reviens à mon projet de 96, ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, mais doubler, je le dis, parce que c'est ça l'essentiel, doubler de l'arrivée d'investisseurs tant locaux qu'étrangers qui vont mettre leur argent en Guinée. Si les gens ne viennent pas mettre de l'argent chez vous pour créer des sociétés, l'État ne peut pas faire cela parce que dans un pays comme le nôtre, l'État ne fera même pas 25% des investissements nécessaires pour abonder la croissance économique de notre pays. Les 70%, 75% viendront du secteur privé qui, malheureusement, n'ayant pas confiance, a plié bagage et nous a définitivement quittés pour un certain temps, en attendant que ces élections aient lieu et que vous ayez quelqu'un qui peut leur inspirer beaucoup plus confiance. Voilà, le président de l'UFR, notre invité ce matin chez les GG. On va marquer une pause, on va revenir dans un instant. Entre autres, on va surtout toucher d'autres secteurs. Et la question fatidique, évidemment, elle reviendra à la fin de l'émission. Il ne va pas nous échapper. Toute l'équipe des GG, c'est dans moins de 10 minutes sur Radio Espace. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.